Culturama est une plateforme éditoriale qui représente la nouvelle destination des découvreurs défendant le meilleur de l'art et du design. Cette deuxième émission, ce deuxième podcast, accueille Sophie Lanoé, auteure, commissaire d'exposition et créatrice représentante de eProjects, qui est une agence novatrice. eProjects se positionne comme une marketplace qui permet d'acheter des œuvres d'art contemporain en ligne. Sophie, notre invitée d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez nous raconter concernant la fondation de ce concept eProjects? Alors, je l'ai créé il y a déjà quelques années. Je ne représente pas d'artistes. C'est-à-dire que ça fait suite justement à une activité de galerie où là, je représentais des artistes. Et en rentrant en France, en fait, quand j'ai créé la marketplace, c'était effectivement avec l'idée que, moi, je croyais vraiment à l'art qui se vend en ligne avec des jeunes artistes émergents et d'avoir des propositions justement de jeunes photographes, de jeunes dessinateurs, de jeunes vidéastes. eProject.fr, c'est pas seulement une marketplace, il y a une partie marketplace, mais qui est en train un petit peu de disparaître finalement. Et c'est surtout c'est surtout représentant des projets que je mets en route. Donc les différents projets sont sur la plateforme. Et souvent, issus de ça, il y a quelques œuvres comme ça représentatives qui sont à vendre, mais c'est un petit peu anecdotique, je dirais, aujourd'hui. Justement, concernant vos rencontres avec les artistes Oui. Avec qui vous collaborez sans doute, Oui. vous travaillez beaucoup avec le Proche et Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous pourriez raconter concernant ces rencontres, ces collaborations-là? Alors, le Proche et le Moyen-Orient, je suis arrivée en 2007. Et là, j'y suis restée 4 ans. Et je suis arrivée à Abu Dhabi au moment où tout se créait, les foires, les galeries, l'activité autour de l'art contemporain. Moi, j'étais un peu, c'était une période un peu d'émerveillement parce que je voyais tout se créer. Je rencontrais des artistes partout, des galeristes, des gens qui étaient passionnés. Et j'ai rencontré notamment Laure D'Hauteville qui crée à l'époque qui dirigeait en fait Art Paris Abu Dhabi. Toutes les deux, on s'est rencontrés sur place. Et ensuite, elle a créé la Beyrouth Art Fair. Et donc, j'ai exposé ensuite en tant que galeriste sur la Beyrouth Art Fair. Ensuite, j'ai collaboré avec l'équipe. Et là, d'ailleurs, je vais y retourner en septembre pour les 10 ans de la foire, où normalement, je présenterai un programme vidéo co-curaté par moi et Madeleine Philippi, qui est une commissaire d'exposition aussi. Parlons de cette foire. Quelle était l'expérience? L'expérience, c'était en fait que Laure, que j'avais connue justement à Abu Dhabi, était en train de créer la foire à Beyrouth. À cette époque-là, je faisais beaucoup de résidences d'artistes, donc j'étais partie dans différents pays. Et notamment, la dernière résidence, c'était en Égypte. Il y avait justement toute cette vague d'artistes qui a explosé ensuite avec les révolutions arabes. Oui. Et j'en ai parlé ensuite à Laure et puis à son directeur artistique, Pascal Odile, en disant qu'il faut absolument exposer ces artistes-là, etc. Parce que je trouvais que c'était intéressant. Je dis c'est quand même il y a des œuvres incroyables, etc. C'est comme des morceaux d'histoire. Et ils m'ont dit, mais ce serait génial si toi, tu les représentais, tu les connais, etc. Voilà. Donc, ils m'ont aidé. Ils étaient à l'origine de la galerie. Ils m'ont dit, crée une galerie et représente ces artistes. Et c'était donc les années 80, 90. Non, c'était en 2010, 2011. Je ne suis pas allée en 2009, je suis allée après les révolutions arabes, en 2011-2012. Parmi les artistes que vous représentez. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas représenté. C'est-à-dire que les artistes, je les rencontre, on fait des projets ensemble. Donc, parmi ces artistes, Richard Galeira, Florence Gatti, Sabine Goussoub, Virginie Rochetti, Kim Mouyoun, Virginie Ornois et bien beaucoup d'autres. Justement, Sabine Goussoub, il est issu du Moyen-Orient. Ah oui, alors Sabine, surtout, ça a été une grande rencontre. Ouais. Parce qu'en fait, Sabine, justement, j'avais exposé à Beyrouth et il était venu sur mon stand me voir, mais il m'avait pas parlé, il avait juste regardé. Et après la foire, il m'a envoyé un email avec une proposition géniale que j'adore toujours autant d'ailleurs. Et il m'avait demandé si on pouvait se rencontrer. Et vu les 12 photos qu'il m'avait envoyées, je lui ai dit oui tout de suite.
Et on s'est rencontrés et on a eu vraiment un coup de foudre professionnel. Oui. J'adore son travail, j'adore le personnage. Et c'est quelqu'un que j'ai exposé du coup l'année suivante Hmm. sur la foire. Il n'avait jamais exposé en fait, donc j'étais la première personne à l'exposer. Et aujourd'hui, Sabile a écrit un livre. Il vient de faire aussi un commissariat d'exposition qui s'appelle C'est Beyrouth. Hmm. Et en ce moment, je vais faire peut-être une faute sur le nom, mais Bien sûr. c'est l'Institut des Arts Islamiques. Voilà. Très bien. Et c'est une exposition formidable. Et Sabile, il va aussi être présenté dans le programme vidéo en septembre sur la Beyrouth Art Fair. Quand il y a des collaborations qui me semblent intéressantes pour lui, je l'appelle. Il a son univers et en plus, ce qui est très intéressant pour lui, c'est qu'il n'est pas juste un photographe ou un auteur, c'est-à-dire qu'il passe d'un univers à l'autre, c'est-à-dire l'écriture, le cinéma, la photo. Mais c'est toujours lui, en fait, c'est sa personnalité qui est très intéressante et il peut évoluer en fonction de tous ces médiums et on le retrouve dans chaque médium mais avec des facettes très différentes. Donc 2009, prenons l'exemple de Goussoup. Vous le Oui, rencontrez c'est plus tard, je l'ai rencontré, pas avant, je crois, 2011-2012. et dès le début, un artiste émergent, presque inconnu, Ah oui, du ah oui, tout à Moyen-Orient, fait. Mm. du Moyen-Orient. Et Mm. vous arrivez, vous le promouvez, vous le mettez en avant et vous mettez en œuvre ce en quoi consiste son travail. Est-ce que vous avez constaté un changement de façon de voir euh, de tels travaux chez les Français, les artistes du Moyen-Proche-Orient? Bah, par exemple, cet exemple-là, le travail de Sabine est quand même un travail assez engagé, assez politique. Et je pense que quand il a commencé, il avait 24 ans. En 2012, c'était encore, et puis c'était juste au moment des révolutions arabes, les choses s'ouvraient un petit peu, etc. Oh oui, en plus. Ensuite, il y a eu en France toute la vague d'attentats, etc. C'est plus compliqué. Par exemple, ses œuvres avec les kéfiers, etc. C'était plus compliqué à ce moment-là de représenter ses œuvres. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il évolue dans son travail également. Euh, oui, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce que les choses Ouais. sont difficiles. On est obligé de faire attention à certaines choses. Et puis en plus, moi, j'y allais au départ. Moi, quand j'ai représenté des artistes, justement, c'est ce que j'ai constaté aussi. C'est difficile, en fait, Hmm. un jeune artiste comme ça, c'est des années de travail. Mais surtout, j'avais pas perçu qu'en fait, ça n'allait pas aussi vite. Même si dès le départ, moi, j'étais persuadée que c'était un artiste à suivre. Hmm. Mais il faut du temps. Il faut du temps. Et puis même pour lui, je pense qu'il a besoin aussi il avait besoin de temps. Donc ça, bah justement, et moi je suis très admirative justement des jeunes galeries qui se lancent et qui soutiennent le travail d'artiste. Parce que Mhm. ça, c'est un travail difficile, je trouve, et que Ouais, c'est sûr. c'est pas évident, quoi. Enfin, je trouve que franchement, c'est des gens qu'il faut soutenir parce que ils font un travail très difficile. Comment doit-on percevoir de manière nouvelle le métier d'art? Donc aujourd'hui, justement, ça devient beaucoup plus transversal. Ce qui Hmm. n'était pas le cas il y a 10 ans, où quand on était artiste, on n'était pas galeriste. Aujourd'hui, par exemple, les artistes deviennent, et tous, ils sont transversaux, ils font différentes choses. Et moi, je trouve ça fascinant. Et les professionnels de l'art aussi, c'est-à-dire qu'un artiste devient commissaire d'exposition. Enfin, je trouve que c'est super d'avoir été artiste, galeriste, d'avoir travaillé pour des foires. Mhm. Je trouve que du coup, quand je parle à certains interlocuteurs, je comprends assez vite ce qu'ils ont dans la tête. Voilà, je sais ce qu'ils attendent, donc pour moi, c'est assez facile Mhm. de répondre en tout cas. Mais et de créer des projets, moi, ça, justement, je trouve, enfin, moi, là, j'ai trouvé exactement ce que j'aimais faire, c'est-à-dire mettre les différentes personnes en contact, de créer une espèce d'énergie qui fait que le projet va être de A à Z avec différents interlocuteurs. Moi, je trouve que c'est super de faire ça. Je suis pas Mhm. sûre que j'aurais pu le faire il y a 10 ans. Très prochainement, vous co-créez The Sensitive Sea. Oui, Pourriez-vous nous en parler davantage? le Sensitive Sea existe déjà parce qu'on l'a proposé déjà le 4 mai à la Fondation Krachberg Mhm. avec Madeleine Philippi. On avait déjà montré le programme vidéo en début mai. Et justement, ce programme
est appelé à évoluer et à être présenté justement à Beyrouth en septembre et certainement dans d'autres lieux ensuite. On voudrait que ce soit un petit peu une itinérance et que ça rentre dans un projet plus global qui présenterait effectivement des projets multimédia autour de l'art et de la nature. Donc là, de Sensitive Sea, il y aura aussi il y a un projet qui est en train de se mettre en route aussi sur l'eau. C'est aussi des rencontres parce que Madeleine, quand je l'ai rencontrée, elle avait déjà fait un autre programme vidéo, on en a parlé, on a imaginé ce qu'on pouvait faire ensemble. Et juste à cette époque-là, j'avais rencontré aussi Capucine Booth qui travaille à l'espace Krashberg et qui m'avait proposé de justement coproduire une après-midi qui ferait des rencontres entre des auteurs qui écrivent sur des ouvrages ou des catalogues d'artistes autour de l'art et de la nature. Oui. Et du coup, on a proposé aussi le programme vidéo dans cet après-midi-là, et ça a très bien fonctionné. C'est un programme qui tourne autour de vidéos d'artistes qui sont autour de la mer. Et à Beyrouth, ce sera des artistes français, enfin des artistes européens et des artistes libanais. Donc toujours le thème de la nature et de la fragilité de la nature exploitée par l'homme, puisque on voit le même fil rouge traverser un autre programme que vous créez, c'est son Art Talent Experience. C'est un programme de résidence artistique qui est coproduit par e-Project, du fait par vous aussi, dont l'exposition se déroulera le 13 septembre. Et la résidence, je crois que c'est à la suite de cette résidence que 8 lauréats seront désignés au terme d'un processus de sélection par un jury. Et cette résidence commence après-demain, la deuxième édition. C'est un concept assez intéressant. Et le thème est aussi la nature. L'année dernière, c'était les nouvelles libertés. Cette année, c'est la nature. Pourquoi déjà une deuxième exposition sur la nature? Est-ce que cette exploration d'un sous-thème vous mène vers une direction promettante? Alors en fait, c'est exactement ça. C'est une exploration du thème et à travers les différents projets depuis plus d'un an, c'est effectivement un thème récurrent. La première édition justement de Art Talents Experience qui est coproduit par le 100, qui est une fabrique culturelle dans le 12e, oui. par aussi Next Day et e-Project, et qui est sous l'égide de DRAW, qui a un parcours en fait. Et l'année dernière, donc, il y avait une douzaine d'artistes qui avaient été donc en résidence, c'était en automne, et à la suite de quoi il y avait une exposition sur le thème Les Nouvelles Libertés. Donc les artistes sont sélectionnés avec un appel à projet, et cette année donc c'est avec la nature, mais aussi des artistes qui utilisent quand même des nouvelles technologies. C'est un petit peu l'ADN quand même du prix. Et en fait, ils gagnent une résidence qui commence effectivement après-demain. Et l'exposition sera effectivement en septembre et se terminera le jour de la Nuit Blanche. J'ai remarqué que pour une raison ou l'autre, vous utilisez la technologie de blockchain. Dans quelle mesure et dans quel but? Pour ceux qui ne connaissent pas, la technologie blockchain permet d'établir un niveau de sécurité élevé au niveau des échanges entre les deux personnes, ou les deux entités, ou les deux organisations. Alors nous, on l'utilise pas directement, on est partenaire de startups qui développent le concept de la blockchain dans l'art. Oui. Donc, je suis pas du tout spécialiste en blockchain, mais bon, en fait, ça donne effectivement une traçabilité, une sécurité pour, par exemple, un artiste. Mais en fait, ça va changer beaucoup de choses effectivement dans le monde de l'art, parce que je pense que justement, ça va un petit peu rationaliser les échanges, ça va donner aussi justement une traçabilité qui est souvent un peu compliquée. Et puis ça va un petit peu changer, ça va rassurer aussi les acheteurs. Et puis ça va changer aussi le rapport aux artistes, qui va être plus direct en fait. Je pense que du coup les intermédiaires vont travailler de façon un peu différente. Alors, sur ce chemin d'expérimentation, de recherche, cette année avait édité le livre
qui justement explore tous les prix d'art contemporain afin d'en catégoriser une sorte de liste et d'en parler. Cette recherche vous a pris combien d'années? J'ai commencé à écrire ce guide parce que je faisais des recherches en fait sur les prix. Et puis je me suis aperçue que c'était très compliqué, qu'on ne trouvait pas grand-chose. Il y avait très peu de choses qui parlaient des prix d'art contemporain. Alors, et puis à force de compiler comme ça des informations, un jour je me suis dit que c'était intéressant pour les artistes, pour les professionnels du monde de l'art, pour des collectionneurs aussi, d'avoir en tout cas un petit guide, alors, qui n'est pas exhaustif, mais qui est un guide des prix importants ou un peu spécialisés d'art contemporain. Tout à fait. Et puis quelques interviews aussi de gens concernés, comme des artistes lauréats, des directeurs de fondations, des gens qui ont créé des prix. Enfin, et là, je suis en train de préparer la 2e édition, qui va être plus complète, avec d'autres interviews, et puis qui va aussi beaucoup plus s'ouvrir sur des prix dans d'autres pays. Donc là, j'avais juste répertorié des prix très référents, mais là, je vais un petit peu agrandir. Oui. Et il va être, j'espère qu'il sera traduit cette année aussi, qu'il sera traduit en anglais. Et c'est intéressant qu'il soit remis à jour tous les ans. En plus, il y a quand même de plus en plus de prix, ce qui est une bonne chose pour les artistes. Et puis, il y a aussi des artistes maintenant qui utilisent les prix comme un vrai vecteur. Voilà, ils utilisent les prix pour se faire connaître, pour aussi produire, parce que souvent ils gagnent des sommes qui leur permettent de produire des pièces, ou les prix permettent ça aussi. Oui. Et puis ça ouvre aussi à des collaborations avec des commissaires d'exposition, avec des fondations, avec des entreprises. Donc moi je trouve que c'est assez c'est une très bonne chose qu'il y ait de plus en plus de prix en fait. Mais effectivement pour les artistes c'est un peu flou, parce que souvent c'est pas mal d'avoir aussi un outil pour pouvoir postuler, pour pouvoir remplir des dossiers pour participer, en sachant aussi voilà, qu'il y a aussi des critères de sélection, donc on ne peut pas postuler partout. Vous affirmez entre autres que le nombre de ces prix a explosé ces dernières années. Comment avez-vous constaté ce fait? J'ai eu la réflexion justement d'une artiste l'autre jour qui me disait que elle avait, donc elle était plutôt elle était plutôt en milieu de carrière, et elle m'a dit, moi en début de carrière il y avait pratiquement pas de prix, donc elle dit on est un peu défavorisé parce qu'en fait dans les tableaux il y a beaucoup de jeunes artistes, parce qu'effectivement depuis une petite dizaine d'années il y a vraiment énormément de prix. Alors qu'il y a 20 ans, par exemple, ou 30 ans, il y avait beaucoup moins enfin, il y avait très peu de prix. Le nombre était restreint, donc tout le monde les connaissait. Mais elle me dit, aujourd'hui, par exemple, on peut être nominé ou lauréat d'un prix parce qu'il y en a des centaines, alors qu'il y a 20 ans, c'était pas possible. Donc c'est vrai qu'ils sont assez défavorisés finalement. Chaque prix, j'imagine, a un impact différent à un artiste à l'autre. Il y a des récompenses par l'argent, j'imagine. Il y a des collaborations envisageables avec les organisateurs, les institutions ou les entreprises. Et est-ce que vous le décrivez aussi dans le guide? Oui, exactement. Dans le guide, il y a par exemple une fiche qui reprend effectivement l'année de création, le jury, les lauréats, mais aussi les critères de sélection. Puis il y a une petite à côté, il y a il y a un feuillet qui est un peu une description du prix. Oui. Et un tableau à la fin où il y a effectivement tous les lauréats du prix en question, année par année. Mais oui, effectivement, c'est important aussi de bien décrire les critères de sélection, parce que c'est ce qui fait la différence. Et l'impact d'un prix, effectivement, peut être, par exemple, pour un très jeune artiste, avoir un prix à Montrouge, je pense que c'est un très bon début. C'est un très bon début de carrière. Mais pour un artiste confirmé, avoir le prix Marcel Duchamp en France, c'est aussi la porte ouverte sur une carrière internationale.
Donc oui, il y a des impacts différents. Et ça, effectivement, c'est aussi ce qui est intéressant de voir en lisant le guide. De quelle manière avez-vous catégorisé, regroupé chaque prix? Alors en fait, ça s'est fait, en fait, c'est en les connaissant. Par exemple, oui, le prix Turner ou le prix enfin la Biennale de Venise ou Duchamp, on sait que ce sont des prix hyper référents. Oui. Il y a des prix qui sont des jeunes prix qui sont pas encore très connus, mais qui sont à suivre, pourquoi pas. Il y a plein de critères à prendre en compte. Il y a effectivement un jury d'experts hyper réputés. Il y a aussi l'organisateur, l'institution, l'entreprise, la dotation. Par exemple, en France, il y a quand même le prix Ricard, le prix Maurice. Il y avait des prix aussi qui étaient très booster pour la de carrière. Parlons des prix. Faites-vous partie des jurys? Que ça vous plaît de alors en évaluer? fait, oui, c'est très intéressant d'être dans un jury parce que déjà, on est confronté, on n'est pas tout seul à décider, donc faut tenir Normalement, le vous êtes compte. entouré de combien de personnes? Ça dépend. Entouré, Ça dépend. ça Il y a dépend. des jurys où ils sont 5, des jurys où ils sont beaucoup plus nombreux. Ça dépend. Et puis Oui. surtout, ce qui est intéressant, c'est d'abord de découvrir le travail d'artistes, parce qu'on ne les connaît jamais tous, donc on en découvre toujours. Oui. Et puis de découvrir aussi la perception qu'ont des gens, justement, qui sont des experts et qui ont des perceptions différentes des uns et des autres. Donc oui, c'est très intéressant d'être dans un jury. Il y a des débats assez passionnés souvent. Chacun défend les artistes qu'il trouve intéressants, les dossiers qu'il trouve intéressants. Donc ils les défendent, ils sont passionnés. Moi, je trouve que c'est bien. Dans cette optique d'évaluation, où trouvez-vous la frontière entre l'objectif et le subjectif? C'est une question difficile. De toute façon, ça dépend aussi des critères de sélection. C'est-à-dire que si c'est un jeune artiste, par exemple, et que c'est un prix pour des jeunes artistes et que son travail est intéressant, regarder si sa proposition aussi rentre dans les critères de sélection. Après, effectivement, il y a toujours, on a des coups de cœur et ça en art, justement, que ça s'explique pas, c'est aussi assez génial. Mais après, je pense qu'il faut effectivement être aussi très objectif dans les critères de choix et puis de voir le parcours de l'artiste, de voir s'il répond à justement les critères de parcours que l'on demande, de voir si justement son travail répond aussi à ce qui est demandé. Mais ça se voit assez rapidement en fait. Et puis en général, les artistes aussi maintenant, ils sont super professionnels dans la façon de présenter ce qui sont pas leurs projets. Donc ils ont bien ciblé en fait. Du coup, c'est tous les ans que vous faites partie d'un jury? Ah non, pas du tout. En fait, quand on fait partie d'un jury, d'abord, on n'est pas forcément rappelé tout le temps. Souvent, c'est des jurys pour un an. Ça dépend. Alors là, ça dépend vraiment. Il y a des jurys qui sont toujours les mêmes. Oui. Mais il y a des jurys aussi qui tournent et qui sont jamais les mêmes. On n'est pas assuré, en fait, d'être rappelé l'année suivante pour certains jurys. Toute cette expérience que nous avons touchée jusqu'à l'heure, vous voyagiez dans le Moyen et Proche-Orient pour faire des rencontres avec les artistes émergents pour justement les mettre en avant et les promouvoir. Vous étiez commissaire d'exposition, vous organisez toujours des expositions et vous expérimentez avec. Vous travaillez déjà depuis combien d'années dans l'industrie? Alors, le Moyen-Orient, j'y suis plus. Moi, j'y étais pendant 4 ans. Après, j'ai continué un peu à travailler avec des artistes du Proche et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, je suis ravie de le faire, mais je travaille pas du tout qu'avec des artistes. Je travaille enfin, en tout cas, quand il y a des projets, ça dépend vraiment du projet, mais c'est pas forcément le Moyen-Orient. C'est très ouvert en fait. Ça dépend vraiment du projet en fait. Là, j'ai pas de contraintes là-dessus en fait. C'est plutôt le projet qui appelle à travailler avec tel professionnel ou avec tel artiste ou avec voilà, il n'y a pas du tout. Et puis aujourd'hui même c'est plus transversal que ça parce qu'il y a aussi des auteurs. Là, le prochain projet, il y aura aussi des scientifiques. Donc
c'est beaucoup plus ouvert. C'est pas une région, c'est plutôt de mettre en relation des gens qui doivent être sur une thématique et travailler autour. Vous avez en effet une expérience très riche un peu partout. Et quel serait votre conseil pour les jeunes qui commencent dans votre sphère de travail? D'essayer de bien comprendre ce qui se passe pour Hmm, pas perdre trop de temps. Je pense hmm, que c'est important de bien comprendre comment marchent les choses parce que souvent, moi, ce que je constate, c'est que il y a beaucoup d'artistes qui comprennent pas exactement, donc ils perdent beaucoup de temps à s'épuiser, à répondre à partout, à envoyer des dossiers comme ça à des gens qui connaissent pas, sans savoir ce que l'autre fait. Je pense qu'il faut être, c'est pas mal d'être conseillé, de demander des conseils hmm. Et et si on de parle des savoir un petit projets, peu. quel serait votre conseil? Un bon réseau, je pense que c'est utile dans le monde de l'art. C'est parce que les choses vont vite quand on a un très bon réseau, de bien connaître les interlocuteurs, les artistes, les Hmm, professionnels, parce que du coup, on va très vite. hmm. Et puis d'être passionné, parce que je pense que dans l'art, si on n'est pas passionné, ça fonctionne pas. En même temps, vous mettez en avant cette ingénierie culturelle qui s'avère en fait importante pour créer et organiser des projets. Et vous le mettez sur la première place de cette hiérarchie. C'est Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est bien de créer des projets, c'est bien d'avoir envie d'en faire, mais après, il faut trouver aussi le lieu, il faut trouver les tout à fait. financements, il faut trouver la logistique. Donc, c'est un gros travail, en fait, parce que le projet en lui-même, ça, c'est le moteur, mais après, derrière, il faut mettre en place tout ce qui va faire en sorte que le projet marche. Oui. Et souvent, quand il y a une partie qui ne suit pas, le projet tombe à l'eau. Donc. Étant donné votre expérience dans cette discipline de travail, pensez-vous que le rôle d'un agent culturel ou artistique a fluctué, a évolué, a changé depuis vos débuts? Aujourd'hui, je pense que, ah oui, parce que c'est compliqué comme métier agent, parce que représenter un artiste, c'est bien, Mhm. mais du coup, c'est compliqué d'en vivre, d'être agent. Alors, enfin, en tout cas, dans tout ce qui est artiste plastique et visuel. Mhm. Parce qu'en fait, ils sont rémunérés sur un pourcentage de vente. Donc, il faut qu'il y ait des ventes. C'est pas toujours, c'est très fluctuant, donc c'est un peu compliqué. Bah, et Mais je du pense coup, qu'aujourd'hui, un agent, enfin, les seuls agents que je connais, c'est des gens qui font plusieurs choses, qui font aussi. L'autre jour, je discutais avec une jeune femme qui est agent, mais parce qu'elle est aussi, elle fait aussi de la communication. Elle fait plusieurs choses en même temps. Elle a plusieurs facettes. Donc, peut-être que effectivement, c'est les agents, c'est une des facettes d'un- il n'y a pas de gens qui ne font que ça, je pense. Ou je ne connais pas. je peux constater déjà avec votre réponse, par votre réponse, que le rôle de l'agent avec l'arrivée de Facebook, de d'Instagram et de tous les réseaux sociaux et d'outils numériques qui sont courts, qui s'en suivent, a vraiment changé. Que ce soit en fait vraiment pour tous les métiers de l'art, que ce soit pour un agent, pour un commissaire, pour un organisateur d'exposition ou pour les artistes, ce milieu a considérablement changé depuis une vingtaine d'années, encore plus. Même depuis, moi je trouve que même depuis 5 6 ans, tout a changé. C'est-à-dire que les galeries, déjà, tout change. Il y a des très très grosses galeries qui fonctionnent très bien. Il y a beaucoup de galeries qui ont les autres ont beaucoup de mal. Parce qu'effectivement, les artistes aujourd'hui sont présents seuls sur les réseaux, donc travaillent de façon différente. Mais en même temps, les artistes, ils ont aussi envie d'être représentés et ils ont envie aussi d'avoir un professionnel qui les suit et qui les aide. Donc, il y a et en ce moment, il y a des nouveaux métiers qui, justement, qui sont à la périphérie de l'agent, de la galerie, du conseil, du, mais ils ont besoin aussi d'avoir une stratégie, ils ont besoin d'être aidés sur la communication, donc il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. Donc, Et curieusement, ces métiers sont transversaux.
C'est-à-dire, vous ne Oui. faites plus une Mm. chose très Ouais. particulière et très définie. Oui, et puis aujourd'hui, même contractuellement, aujourd'hui, il y a aussi il faut juridiquement, bah, justement, avec, il y a des contrats, il y a des choses qui avant étaient beaucoup plus faciles parce que c'était un contrat avec une galerie, donc c'était très simple. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il y a souvent plusieurs interlocuteurs, il faut discuter avec tout le monde. Et puis, oui, oui, c'est assez compliqué en fait. On a l'impression qu'avec les réseaux sociaux et Internet, ça s'est simplifié, mais en fait, non, ça complique. Parce que il Vous faut pensez que aussi. ça complique? Ça complique, c'est-à-dire que il y a plus de choses à faire. C'est pas que ça complique, mais gérer un site, gérer des réseaux sociaux, tout ça, ça prend beaucoup de temps. C'est hyper chronophage. Donc, si un artiste le fait et qui en, si en plus il fait toute la démarche commerciale, s'il fait la communication, etc., c'est beaucoup de temps. Donc, il faut qu'il se structure aussi un petit peu. Hmm. Et je pense qu'ils ont, enfin, dans les artistes que je connais, ils ont besoin d'être conseillés, et d'avoir aussi des spécialistes à côté. Parce Hmm. que tout seul, c'est compliqué de tout faire. C'est-à-dire que moi, je vois surtout des artistes qui sont pas représentés. Souvent, ils se sentent un peu seuls en fait, Hmm. parce que avant, il y avait quand un artiste est dans une galerie, il avait quand même son galeriste à qui il pouvait poser beaucoup de questions, des questions, je sais pas, sur son évolution, sur la façon, même sur l'écriture de textes dans les catalogues, de choisir les critiques, etc. Aujourd'hui, il y en a qui se débrouillent très bien et il y en a d'autres qui sont un peu perdus, qui savent pas exactement comment gérer ça. Donc il y a des choses à faire pour les aider en tout cas. En tant que personne qui avait circulé dans toutes les couches d'art et qui a pu apporter de l'expertise dans ce podcast, je vous remercie. On a pu passer un bon moment sur le rôle des métiers de l'art dans le monde d'aujourd'hui et comment ça a fluctué de manière générale depuis une dizaine d'années, c'est sûr. Et j'espère que pour les auditeurs, ça a été enrichissant aussi bien que pour moi. Madame Lanoé, je vous remercie pour votre participation et à très bientôt. Eh ben merci beaucoup.